Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, nous revenons sur les opérations américaines et israéliennes lancées contre l'Iran, ainsi que leurs représailles. 3 jours après les premières frappes, les perspectives de cette guerre apparaissent bien incertaines. Et à 8 mois des élections de mi-mandat, la popularité de Donald Trump pourrait bien accuser le coup. Nous reviendrons ensuite sur les conséquences et les réactions de cet embrasement du Moyen-Orient en Europe, entre impuissance, suivisme et explosion des coûts de l'énergie. Bruxelles semble hors du jeu. Et puis Emmanuel Macron s'est quant à lui mis en scène une nouvelle fois en évoquant la contribution de la dissuasion nucléaire française à la sécurité européenne. Là encore, il sera question d'impuissance, mais surtout de communication. Opération changement de régime. Samedi, Donald Trump a confirmé son alignement sur Tel Aviv en décidant de lancer l'offensive contre l'Iran. Une nouvelle guerre ouverte qui plonge une nouvelle fois le monde dans l'expectative. Le point tout de suite. Déjà 3 jours d'affrontement des États-Unis et Israël contre l'Iran. Samedi, Donald Trump a annoncé qu'il lançait son opération Fury épique. L'armée américaine a lancé des opérations de combat majeures en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe cruel composé d'individus très durs et terribles. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie balistique. Elle sera, je le répète, totalement anéantie. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. USA. À en croire sa casquette, Donald Trump voulait rappeler qu'il était le président des États-Unis avant que les critiques lui reprochent de défendre des intérêts autres que ceux des Américains. Conspué depuis des années par les médias et les gouvernements progressistes de la planète, Donald Trump vient subitement de s'offrir un regain de popularité occidentale en accompagnant les desseins de Benjamin Netanyahou à la tête lui-même de l'opération Lion rugissant. Nos forces frappent actuellement au cœur de Téhéran avec une intensité croissante qui s'amplifiera encore dans les jours à venir. Nous sommes engagés dans une campagne au cours de laquelle Tsahal déploie toute sa puissance comme jamais auparavant afin d'assurer notre existence et notre avenir. Plus de 6 mois après la guerre des 12 jours où Donald Trump avait voulu frapper en grande pompe les installations nucléaires iraniennes, Washington a donc mis les bouchées doubles pour couper la tête de l'État. Dans ce cadre, la résidence du guide suprême a été ciblée. L'ayatollah Ali Khamenei, 86 ans, aurait donc succombé dans l'opération, à l'instar d'une partie de sa famille, dont sa petite-fille de 14 mois. Plusieurs dizaines de hauts responsables iraniens ont aussi péri dans la frappe de missiles américains, dont beaucoup de membres des gardiens de la Révolution. Une frappe qui a sans doute été permise par un important travail de renseignement, d'infiltration et de complicité au sein même de l'appareil d'État iranien, un élément qui avait déjà été constaté lors de l'offensive américaine de l'été dernier. Une école pour filles du sud de l'Iran a également fait les frais de missiles. Le bilan s'élèverait à une centaine d'enfants morts. Téhéran a d'ailleurs accusé la coalition américano-israélienne de crimes de guerre lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU samedi. L'essentiel des opérations israélo-américaines aurait toutefois ciblé des lieux stratégiques liés au pouvoir et au nucléaire. Dans ce cadre, on note un changement de rhétorique du côté de Washington. Désormais, la volonté est de changer le régime iranien, une volonté clairement assumée, tandis que la question du développement des armes nucléaires se répétait avant dans les déclarations officielles. Pourtant, en mars 2025, avant la guerre des 12 jours, Tulsi Gabbard, la patronne du renseignement américain de l'administration Trump, s'était exprimée sur le sujet. La communauté du renseignement continue d'estimer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires qu'il a suspendu en 2003. Le CI surveille si Téhéran décide de réautoriser son programme d'armes nucléaires. Tout porte à croire que les Iraniens de Khamenei étaient loin de se doter d'une bombe nucléaire. D'ailleurs, il est bon de rappeler que le guide suprême avait pris une fatwa en 2005 pour éviter cette tournure. Rien n'indique que son remplaçant ne décide pas de la rompre dans la mesure où
où il est clair pour le monde entier que si Téhéran avait eu la bombe nucléaire, l'Iran n'aurait pas été frappé ces derniers jours. La Corée du Nord le démontrant bien chaque jour. Concernant l'arsenal des missiles balistiques dont Tel Aviv exigeait le démantèlement, il semble effectivement le dernier rempart iranien dans cette guerre. Dès les premières frappes, Téhéran a ainsi riposté selon les principes qui avaient été énoncés et dont le géopolitologue Nicolas Mirkovic nous parlait récemment sur TVL. Ça peut s'embraser dans toute la région. L'Iran a très clairement dit que si elle était attaquée, elle s'attaquerait aux bases américaines qui sont ailleurs dans la région. Et ça peut... Alors c'est mauvais pour tout le monde parce qu'évidemment ça va faire monter les prix du pétrole, donc c'est mauvais pour nous. Il va y avoir encore beaucoup de morts. De très nombreuses bases militaires américaines ont donc essuyé les ripostes. Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis ont été ciblés dans la foulée, suscitant des réactions effrayées de la part des résidents ou vacanciers stationnés à Dubaï. Les pays du Golfe avaient été sollicités lors des négociations résolument infertiles de Genève. D'ailleurs, pour l'ancien colonel du renseignement de l'armée suisse, Jacques Beau, les États-Unis ont joué un double jeu dans cette affaire. C'est que les Russes sont aperçus que les Américains instrumentalisent les négociations simplement pour préparer d'autres stratégies. Donc on a une sorte de militarisation des négociations, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que les négociations ne sont qu'un paravent pour faire une sorte de stratégie en coulisses. Et ça, évidemment que c'est pas du tout dans l'état d'esprit de la Russie. Donc on est avec quelque chose qui va avoir son influence dans ces prochaines années d'ailleurs. Des conséquences qui se mesureront sans doute rapidement dans les négociations de paix en Ukraine. Des missiles iraniens ont considérablement touché la base de camp Arifjan au Koweït, tuant 3 soldats américains. Plus tôt dans la journée, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé que 3 militaires américains avaient été tués au combat. En tant que nation, nous pleurons ces véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays, tout en poursuivant la mission juste pour laquelle ils ont donné leur vie. Ce lundi, la défense antiaérienne du Koweït a abattu par ailleurs 3 avions de combat américains F-15 d'une valeur de quelques 300 millions de dollars. Des sacrifices financiers qui s'ajoutent déjà à des sacrifices humains que l'électorat de Donald Trump ne devrait pas particulièrement apprécier. Selon un sondage Ipsos, seuls 27% des Américains approuveraient cette offensive de Trump en Iran. La semaine dernière, avant cette opération, une étude Gallup révélait une véritable révolution dans l'opinion publique américaine, puisque 41% des personnes interrogées déclaraient soutenir davantage les Palestiniens que les Israéliens. Une tendance lourde pour le président à moins de 8 mois des élections de mi-mandat, alors que l'électorat de base de Donald Trump, celui que l'on surnomme souvent MAGA, est bien déboussolé par les dernières initiatives de son poulain. Il est en train de revenir sur ses pas et on peut se demander quelle est la stratégie. Pourquoi est-ce que Netanyahou voit Trump pour la 7e fois ? Il est sous mandat d'arrêt international, je rappelle, par le tribunal pénal international. Pourquoi cela ? Pourquoi c'est une bonne partie de la base de Donald Trump dit pourquoi est-ce qu'on met autant d'efforts ? Pourquoi est-ce qu'on prend autant de risques ? Est-ce que nous n'avons pas au Moyen-Orient, alors que nous avons élu un président qui avait dit qu'il allait réparer les routes aux États-Unis, qu'il allait investir dans les universités, qu'il allait protéger nos frontières. Les Américains aujourd'hui, de la base MAGA, disent « Nous, on a élu Donald Trump pour qu'il défende les frontières des États-Unis, pas pour qu'il aille défaire les frontières du Moyen-Orient ou qu'il devienne le gardien du Moyen-Orient. » Il y a le coût actuel d'envoi de la flotte des États-Unis dans le Moyen-Orient coûte des millions. Et les Américains ne voient pas le retour là-dessus. Et ils se posent des questions à juste titre. Des questions qui devraient rester en suspens pour quelque temps. En effet, bien que le guide suprême ait été tué par les frappes américaines, l'État iranien n'est pas tombé et il continue de riposter. Reste à savoir pour combien de temps. En effet, tout porte à croire que Téhéran mise sur la saturation des défenses antiaériennes pour vider au mieux les stocks américains et réserver ses armes les plus puissantes et perfectionnées une fois que les patriotes seront devenus une denrée rare. Le Wall Street Journal rapporte que le Pentagone explique être entré dans une course contre la montre et qu'il craint que les intercepteurs ne s'épuisent devant les frappes iraniennes. Ces informations posent alors la question du choix de Donald Trump d'intervenir malgré ses stocks limités. Les États-Unis auraient donc intérêt à ce que le conflit dure très peu de temps. De plus, Téhéran a tout de suite annoncé dès samedi la fermeture du détroit d'Ormuz, bloquant quelques 20% du transit mondial de pétrole. Le prix de l'or noir avait d'ailleurs grimpé de 13% à l'ouverture des marchés
lâché ce lundi matin, mais la situation restait relativement sous contrôle. Les réactions des alliés de l'Iran, à commencer par la Chine et la Russie, se résument globalement à des condamnations des opérations américano-israéliennes que certains soutiens de Téhéran ont renommées la coalition Epstein, une facétie qui permet toutefois de relativiser la libération des femmes iraniennes promise par l'Occident. Téhéran n'a pas demandé d'aide officielle à ses alliés, ce qui aurait pour conséquence d'accélérer encore davantage la portée internationale du conflit. Du côté de l'Organisation des Nations Unies, on s'est contenté de l'inénarrable condamnation de l'escalade.